think there were not many people who understood just how broad his interests were and how supportive he was of an astonishingly wide range. Lorsque la princesse Anne a fait ses premiers pas sur la scène internationale en tant que fille unique de la reine Élisabeth II, rares étaient ceux qui prédisaient le parcours extraordinaire qui l'attendait. Née dans le privilège, mais destinée à une intégration discrète, Anne avait d'autres projets. Pendant plus de 50 ans, elle a bouleversé le monde. Comment a-t-elle surmonté les controverses qui ont mis fin à la carrière d'autres membres de la royauté? Et comment s'est-elle réinventée pour devenir la deuxième personnalité royale la plus influente au monde? Rejoignez-nous pour un voyage au cœur des moments marquants et transformateurs de la vie extraordinaire de la princesse Anne. Sa première apparition en tant que reine présumée. Les observateurs royaux auraient été stupéfaits de voir la princesse Anne lors d'un récent événement de grande envergure, dans un rôle qui semblait bien au-delà de ses fonctions habituelles. Des témoins affirment qu'Anne a pris l'initiative de diriger les débats, de saluer les officiels et de représenter la couronne d'une manière qui ressemblait fortement à celle d'un monarque régnant. Ce moment a immédiatement alimenté les rumeurs selon lesquelles le public aurait assisté à sa première apparition en tant que reine. Je pense que beaucoup de gens dans ce pays pensent qu'Anne ferait une excellente reine, même si aucune annonce officielle n'a été faite. En l'absence des membres les plus importants de la famille royale, Anne aurait pris les rênes, selon des sources proches du dossier. Elle aurait occupé une position de premier plan, géré les obligations officielles et reçu des invités de marque sans le soutien habituel. Certains experts royaux pensent que cette situation était planifiée, suggérant que le palais aurait pu discrètement tester la réaction du public face à une Anne assumant un rôle aussi affirmé, digne d'une reine. Les réseaux sociaux se sont rapidement enflammés de commentaires, nombreux étant ceux qui louaient les compétences et l'expérience d'Anne. Ses partisans estimaient qu'elle semblait parfaitement à l'aise dans son rôle, tandis que d'autres, perplexes, se demandaient s'il n'y avait pas eu de malentendu. Certains experts pensent que la mise en scène était intentionnelle, soulignant que le long engagement d'Anne, sa discipline et sa bonne réputation font d'elle une personne de confiance en ces temps incertains pour la monarchie. Le palais n'a fait aucun commentaire, mais cet événement a alimenté de nombreuses rumeurs. S'agissait-il d'un simple emploi temporaire surmédiatisé ou d'un avant-goût de ce qui pourrait advenir? En attendant les explications officielles, une chose est sûre. L'apparition d'Anne a surpris tout le monde, et beaucoup se sont demandé s'ils n'avaient pas assisté à un moment historique. Ce mystère a amené les passionnés de la famille royale à s'interroger sur le moment où Anne s'est fait connaître pour la première fois pour sa force et son indépendance. Ce moment où elle semblait agir comme une reine pourrait-il être lié à son enfance et à la liberté particulière dont elle a bénéficié au sein de sa famille? La naissance d'une princesse rebelle et ses premiers pas dans la vie publique. La princesse Anne, Elizabeth Alice Louise, est née le 15 août 1950 à Clarence House, 2 ans avant que sa mère ne devienne reine. Contrairement à son frère aîné Charles, préparé dès sa naissance à la royauté, Anne a grandi avec plus de liberté et beaucoup moins de surveillance, ce qui lui a permis de développer une personnalité remarquablement indépendante et déterminée. Son éducation à la Ben Enden School a forgé en elle une personne qui privilégiait le travail acharné aux apparences, tandis que d'autres jeunes membres de la famille royale se contentaient de saluer la foule lors d'événements officiels. Anne s'investissait pleinement dans l'étude des organisations qu'elle représentait et refusait les vaines promesses. Son père, le prince Philip, reconnaissait en sa fille un peu de lui-même et encourageait son esprit de compétition et ses activités sportives. En 1969, lorsqu'Anne commença ses fonctions royales officielles, à l'âge de 18 ans, elle s'était déjà affirmée comme une personne qui refusait de se laisser contraindre par les conventions. Elle disait ce qu'elle pensait, refusait de sourire simplement en présence des photographes et ne laissait aucun doute sur son manque de patience face à l'obsession médiatique concernant son apparence. La presse la qualifia d'impolitesse royale, lui reprochant son manque de chaleur et d'accessibilité. Mais Anne poursuivait une stratégie à long terme qui allait transformer l'image publique d'elle, la faisant passer d'une figure froide et difficile à l'une des plus respectées de la monarchie. Ses premières années lui ont appris de précieuses leçons sur le prix de la célébrité et l'importance du fond sur la forme. Pourtant, tandis qu'elle se forgeait une réputation de membre sérieux et actif de la famille royale, le danger rôdait. La tentative d'enlèvement terrifiante de 1974 qui a changé à jamais la sécurité royale. Bonsoir. Une tentative d'assassinat a visé la princesse Anne et le capitaine Mark Phillips, mais ils s'en sont sortis indemnes.
le 20 mars 1974. La princesse Anne a vécu une expérience terrifiante lorsqu'Ian Ball a tenté de l'enlever à Londres. La princesse, âgée de 23 ans, rentrait à Buckingham Palace après un gala de charité lorsque Ball, un homme de 26 ans sans emploi qui avait préparé son enlèvement depuis 3 ans, l'a fait arrêter sur le Mall. Ball a acheté 2 pistolets, a rédigé une demande de rançon de 3 millions de livres sterling et a loué une maison près du domicile d'Anne pour la surveiller. Lorsque la voiture s'arrêta, l'inspecteur James Beaton, chargé de la protection d'Anne, sortit pour vérifier. Ball tira sur Beaton à l'épaule, et son arme s'enraya lorsqu'il tenta de riposter. Ball abattit ensuite le chauffeur d'Anne et ouvrit la portière arrière, ordonnant à la princesse de le suivre. Anne fit preuve d'un courage et d'une force exceptionnelle lors de ce moment terrifiant et refusa d'obéir à Ball. Plus tard, elle se souvint d'une conversation qu'elle avait eue au sujet de leur destination et elle avait dit à Ball qu'il valait mieux qu'il parte. Lorsqu'il lui saisit le bras et tenta de la tirer hors de la voiture, Anne lança, avec sa célèbre réplique, « Pas question !» tout en s'accrochant fermement à la voiture, tandis que le capitaine Phillips essayait de la ramener à l'intérieur pour la mettre en sécurité. L'attaque aurait pu réussir sans l'intervention courageuse de passants. Le journaliste Brian McConnell a été touché à la poitrine en tentant de porter secours et le policier Michael Hills a également été blessé par balle en se rendant sur les lieux. Le véritable héros fut l'ancien boxeur Ronnie Russell, qui asséna un coup de poing à Ball à la tête, permettant ainsi à Anne de s'échapper. L'agent de police Peter Edmonds a finalement arrêté Ball après une course-poursuite dans St. James's Park. Les 4 hommes blessés par balle lors de l'incident ont survécu, et on a diagnostiqué plus tard que Ball était schizophrène. Il a été interné à durée indéterminée à Broadmoor, un hôpital psychiatrique de haute sécurité, où il réside encore aujourd'hui. Cet événement surprenant a bouleversé à jamais les règles de sécurité royale, entraînant un renforcement des mesures de protection et une modernisation importante des systèmes de sécurité. Le calme dont Anne a fait preuve face à la situation lui a valu le respect de ceux qui la croyaient auparavant froide et distante. C'était un incident exceptionnel, et elle l'a géré de façon tout à fait remarquable. Bien qu'Anne ait survécu à cette expérience traumatisante, elle a rapidement tourné la page et, 2 ans plus tard seulement, elle s'apprêtait à relever un défi qui allait marquer l'histoire de la famille royale, brisant les barrières royales aux Jeux olympiques de Montréal de 1976. En 1976, la princesse Anne est entrée dans l'histoire en devenant la première membre de la famille royale britannique à participer aux Jeux olympiques. Elle a pris part à la difficile épreuve d'équitation de 3 jours, un exploit personnel majeur qui a transformé le regard que la société portait sur les femmes de la royauté. Pendant de nombreuses années, on attendait des princesses qu'elles soient belles, épousent des personnes importantes et participent principalement à des événements caritatifs. Mais la princesse Anne s'est entraînée avec acharnement pendant des années et souhaitait concourir grâce à ses propres compétences, brisant ainsi les conventions imposées aux femmes de la famille royale. Son amour des chevaux, transmis par sa mère, remonte à son enfance. La princesse Anne a puisé dans cette passion la poussée à se surpasser, atteignant des niveaux de compétition qu'aucun membre de la famille royale n'avait atteint auparavant. En 1971, elle est entrée dans l'histoire en remportant une médaille d'or au championnat d'Europe de concours complet à Burghley. En 1975, elle a décroché des médailles d'argent en individuel et par équipe. Ces victoires démontraient qu'elle était une cavalière de haut niveau. Malgré son succès, elle dut faire face à des critiques constantes que les autres concurrentes, non-issues de la famille royale, n'avaient pas à subir. Le parcours vers les Jeux olympiques de Montréal fut empreint de tristesse pour la princesse Anne. Son cheval adoré, Dudley, fut grièvement blessé. Il se cassa la patte. Malheureusement, elle dut lui dire adieu et se retirer des Jeux olympiques de Munich de 1972, ce qui fut une grande déception pour elle. Cependant, 4 ans plus tard, elle eut une nouvelle occasion de concourir. Cette fois-ci, elle montait Goodwill, le cheval de sa mère. Toute la famille royale avait fait le déplacement jusqu'à Montréal pour l'encourager. La reine Elizabeth II, le prince Philippe et ses 3 frères étaient présents pour la soutenir lors de ce moment important de sa vie. C'était un moment important, car ils étaient tous réunis pour la voir concourir aux Jeux olympiques, lui témoignant leur amour et leurs encouragements. Malheureusement, la compétition s'est terminée par une déception. Anne a fait une mauvaise chute lors de l'épreuve de cross-country, subissant une commotion cérébrale qui l'a privée de tout souvenir du parcours.
Mais, fidèle à elle-même, elle est remontée en selle et a terminé la course malgré ses blessures. Bien qu'elle n'ait pas remporté de médaille, sa participation était déjà une victoire, ouvrant la voie à sa fille Zara Tindall, qui décrocherait l'argent olympique en 2012. Pourtant, alors même qu'Anne se forgeait une réputation d'athlète accompli et de membre actif de la famille royale, sa vie privée allait bientôt faire les choux gras de la presse à scandale. Sa liaison interdite avec son garde du corps, Peter Cross. Au début des années 80, la princesse Anne se retrouva mêlée à ce qui allait devenir son premier scandale sentimental d'envergure, impliquant notamment son garde du corps, le sergent détective Peter Cross. Il avait été affecté à sa protection en 1979 et en l'espace d'un an seulement. Des rumeurs commencèrent à circuler à Scotland Yard quant à la véritable nature de leur relation. Pour une princesse déjà mariée, la moindre allusion à une infidélité était forcément explosive et scandaleuse. Mais le fait que son propre agent de sécurité soit impliqué rendait la situation encore plus complexe et problématique. Selon Cross, Anne utilisait le pseudonyme de Madame Wallace lorsqu'elle lui téléphonait, en référence à Wallace Simpson, pour qui Edward lui avait abdiqué. Cross décrivit Anne comme très seule et isolée durant cette période, les obligations de son mari l'éloignant fréquemment. Lorsque Scotland Yard découvrit leur liaison, Cross fut démis de sa protection royale et affecté à des tâches administratives, la police gérant le scandale avec la discrétion typiquement britannique. Au cœur de cette controverse, le mariage d'Anne avec Mark Phillips parvint à résister au tumultueux scandale Cross, du moins pendant un temps. Cependant, cet incident précis révéla des failles importantes et troublantes dans leur relation, qui ne feraient que s'aggraver avec le temps. On découvrit plus tard que Phillips avait eu une fille avec Heather Tonkin, une professeure d'art néo-zélandaise, en 1985, ce qui dressa un tableau plutôt sombre d'un mariage dépourvu de véritable connexion depuis de nombreuses années, maintenu principalement par le devoir et l'obligation plutôt que par l'amour ou l'affection. L'affaire Cross apprit à Anne à ses dépens l'impossibilité de préserver son intimité lorsque le moindre geste était scruté. Mais au lieu de devenir plus prudente, Anne se montra plus rebelle et, quelques années plus tard, elle s'engagea dans une autre relation qui allait engendrer un scandale encore plus embarrassant. Le scandale des lettres d'amour volées qui a secoué Buckingham Palace. En 1989, la princesse Anne s'est retrouvée malgré elle au cœur d'un scandale explosif et retentissant. L'incident concernait le vol de 4 lettres très intimes que lui avait écrites personnellement le commandant Timothy Lawrence. Ces lettres ont été dérobées dans l'enceinte sécurisée du palais de Buckingham et remises anonymement au bureau du journal The Sun. À l'époque, Anne était encore mariée à son époux, Mark Phillips, ce qui faisait du contenu de ces lettres une preuve claire et indéniable de sa liaison avec Lawrence. Conscient des conséquences juridiques potentielles de cette situation, le Sun prit la sage décision de remettre les lettres à Scotland Yard pour complément d'enquête. Cependant, le journal n'hésita pas à annoncer en gros titre à la une qu'il était en possession d'une correspondance intime entre la princesse et son compagnon, Lawrence, provoquant un véritable séisme médiatique et public. Le Sunday Mirror a qualifié les lettres d'extrêmement personnelles et intimes, et de trop compromettantes pour être traitées, déclenchant une véritable frénésie médiatique. Cependant, une source a confié au magazine People qu'il s'agissait en réalité de lettres typiques de jeunes de X8 ou X9 ans, des réflexions sur la vie et plutôt philosophiques, ajoutant « Il est clair qu'il est fou d'elle, mais elles sont très ennuyeuses et décousues ». Le palais de Buckingham a publié un communiqué reconnaissant que Lawrence avait bien envoyé les lettres à Anne, le décrivant comme un ami et précisant qu'une enquête policière était en cours. Cette réponse soigneusement formulée ne confirmait ni n'infirmait une liaison, mais l'implication était claire. Une source sécuritaire a confié à People que le contenu n'était pas vulgaire et ne suggérait aucune intimité, mais qu'il était rédigé en termes affectueux. Si le capitaine Phillips voulait savoir pourquoi ces messages avaient été écrits, la princesse aurait des explications à fournir. Scotland Yard lance une enquête de 4 mois, prélevant 500 empreintes digitales auprès du personnel du palais, mais le coupable ne fut jamais identifié. Le scandale souleva de sérieuses questions quant à la sécurité du palais et à la facilité avec laquelle la correspondance personnelle pouvait être dérobée. Pour Anne, ce scandale marqua le début de la fin de son premier mariage, même s'il fallut encore 3 ans avant qu'elle et Mark ne divorcent définitivement.
Alors même que sa vie personnelle se délitait publiquement, Anne continua d'assumer ses fonctions royales sans faillir, faisant preuve de cette extraordinaire capacité à compartimenter sa vie qui allait devenir sa marque de fabrique. Ce divorce vint couronner l'annus horribilis de la reine. Le 31 août 1989, la princesse Anne et le capitaine Mark Phillips annoncèrent leur séparation après 16 ans de mariage, rejoignant ainsi une série d'échecs conjugaux au sein de la famille royale. Dans leur communiqué, le couple affirmait n'avoir aucun projet de divorce, reflétant à la fois la stigmatisation sociale et l'interdiction du remariage après un divorce par l'Église d'Angleterre. Mais cette promesse fut de courte durée, et le 13 avril 1992, Anne demande le divorce. La procédure fut finalisée 10 jours plus tard lors d'une audience expéditive de 4 minutes. Ce timing désola la reine Élisabeth II. Quelques mois seulement après le divorce d'Anne, le prince Andrew et Sarah Ferguson annoncèrent leur séparation suite au scandale de la succion d'orteils. Puis, en décembre, Charles et Diana annoncèrent leur séparation. Ce triple coup dur provoqua le célèbre discours de la reine sur le Annus Horribilis, qualifiant l'année 1992 d'année terrible. Le divorce d'Anne révéla un mariage vide de sens, les deux époux ayant eu des liaisons extra-conjugales. Phillips avait eu une fille, Felicity, avec Heather Tonkin, professeur d'art, en 1985, et lui versait 6,0 livres par an pour qu'elle garde le silence. Lorsque l'affaire éclata en 1991, un test ADN confirme sa paternité. Parallèlement, la relation d'Anne avec Timothy Lawrence se poursuivait depuis le scandale des lettres volées. La procédure de divorce d'Anne contrastait fortement avec les séparations longues et amères qui avaient marqué la vie de son frère. Elle l'aborda avec son efficacité habituelle, refusant d'exposer publiquement ses griefs. Le 12 décembre 1992, Anne épousa Lawrence lors d'une cérémonie intime à l'église de Crathy Kirk en Écosse, choisie car l'église d'Angleterre n'autorisait toujours pas le remariage après un divorce. La cérémonie intime, en présence de seulement 30 invités, eut lieu quelques jours après l'annonce de la séparation de Charles et Diana. Mais alors qu'Anne commençait à retrouver une certaine stabilité dans sa vie personnelle, un nouveau scandale allait la replonger dans la presse à scandale. Cette fois-ci, il s'agissait de l'attaque de son bull terrier anglais, qui fit d'elle la première membre de la famille royale britannique à avoir un casier judiciaire. Le 1 avril 2002, la princesse Anne entra de nouveau dans l'histoire, devenant ainsi la première membre de la famille royale britannique moderne condamnée pour une infraction pénale. Alors qu'elle promenait ses chiens dans le parc de Windsor, Dottie, son bull terrier anglais de 3 ans, s'échappa et attaqua 2 garçons à vélo. L'enfant de 12 ans a été mordu à la clavicule et à la jambe, tandis que celui de 7 ans présentait des griffures. Tous deux ont été traumatisés et ont dû être hospitalisés. En novembre 2002, accompagnée de son mari et de ses enfants, Anne a comparu devant le tribunal d'instance d'East Berkshire et a plaidé coupable en vertu de la loi de 1991 sur les chiens dangereux. Elle était la première membre de la famille royale à comparaître comme accusée depuis plus d'1 siècle. Les historiens ont noté que le cas comparable remontait à 1649, sous Charles Ier. Officiellement, il s'agissait de l'affaire Regina contre Anne Elizabeth Alice Lawrence, ce qui signifiait que la reine poursuivait en réalité sa propre fille. L'accusation a révélé que ce n'était pas le premier incident impliquant Dottie. La chienne avait attaqué un chien plus petit en 1991 et tenté de mordre un spectateur à Gatcombe Park en 1993. La juge de district Penelope Hewitt aurait pu ordonner l'euthanasie de Dottie, mais après avoir entendu le témoignage du psychologue canin, le Dr Roger Mugford, qui la décrivait comme d'un calme absolu, elle lui a épargné la vie. Anne a été condamnée à une amende de 500 livres sterling, a versé 250 livres de dommages et intérêts à chacun des garçons et a payé 148 livres de frais de justice. Elle devait tenir Dottie en laisse en public et l'envoyer en dressage, avec une ordonnance d'euthanasie conditionnelle, ce qui signifiait la mort automatique en cas de nouvelle attaque. Le juge a noté que les enfants avaient beaucoup souffert et étaient tellement traumatisés qu'ils étaient désormais réfractaires aux chiens. L'histoire ne s'arrêtait pas là. La veille de Noël 2003, un autre bull terrier d'Anne aurait attaqué et grièvement blessé Pharos, une corgi de la reine Elizabeth II à Sandringham. Pharos dut subir une intervention chirurgicale d'urgence, mais fut euthanasié le lendemain, plongeant la reine dans le désespoir.
Parallèlement à sa condamnation pénale, Anne vivait une transformation plus positive qui allait redéfinir son héritage, devenant ainsi le membre le plus travailleur de la famille royale. Au début des années 1920, la princesse Anne s'est discrètement muée, passant d'une figure controversée à la membre la plus respectée et la plus travailleuse de la famille royale. Tandis que Charles était aux prises avec une presse négative concernant son divorce et Camilla, et que William et Harry attiraient l'attention par leurs frasques, Anne, elle, restait concentrée sur son travail. Année après année, elle a assumé plus d'engagements officiels que tout autre membre de la famille royale, voyageant sans cesse pour ses plus de 300 parrainages, tout en conservant une discrétion remarquable. Les chiffres sont éloquents. En 2023, Anne a honoré 457 engagements officiels, se hissant largement en tête du classement. En 2024, malgré une hospitalisation de 5 jours suite à un grave traumatisme crânien en juin, elle a mené à bien 474 engagements, conservant ainsi le titre d'artiste la plus assidue pour la 4e année consécutive. Son emploi du temps habituel comprend plusieurs événements par jour, souvent dans différentes villes ou pays, avec un minimum de personnel et sans grande publicité. L'expert royal Richard Fitzwilliams la qualifie d'inestimable, affirmant qu'Anne est l'une des meilleures ambassadrices de la famille royale car elle est travailleuse, dévouée et populaire. Le public perçoit Anne comme une personne proche du peuple. Son approche privilégie le fond à la forme et la constance à la forme. L'apport d'Anne s'est révélé particulièrement précieux en 2024, lorsque le roi Charles et Catherine, princesse de Galles, ont tous deux été diagnostiqués d'un cancer et contraints de réduire leurs engagements. Anne a alors intensifié sa charge de travail déjà considérable pour pallier leur absence. Maintenant, ce rythme soutenu même pendant sa convalescence suite à une grave blessure. Sa fille Zara a déclaré dans un podcast de 2023 « Ma famille a une grande éthique du travail et j'espère qu'ils me l'ont transmise. » La transformation de jeune princesse sulfureuse en femme d'État respectée représente l'une des plus remarquables métamorphoses de l'histoire royale moderne, accomplie non par des gestes spectaculaires, mais simplement par une présence quotidienne sans plainte ni tapage. Pourtant, alors même qu'elle approchait de ses 75 ans et que sa réputation était assurée, Anne allait de nouveau échapper à la mort, ce qui mettrait une fois de plus sa force de caractère à l'épreuve. La mystérieuse blessure à la tête de 2024 qui a failli tout changer. Le 23 juin 2024, la princesse Anne a été victime d'une grave blessure à la tête dans sa propriété de Gatcombe Park, dans des circonstances qui restent floues. La princesse Anne est hospitalisée ce soir pour une blessure à la tête et une commotion cérébrale, après avoir apparemment reçu un coup de sabot de cheval. Cette femme de 73 ans n'a aucun souvenir de l'accident. Mais les médecins ont déterminé que ces blessures étaient incompatibles avec un impact de la tête ou des pattes d'un cheval. Elles correspondent à celles qu'on peut subir d'un tel impact. Du moins d'après leur connaissance, elle a été transportée d'urgence à l'hôpital Southmead et y a passé 5 jours pour ce que Buckingham Palace avait initialement qualifié de blessure mineure et de commotion cérébrale, alors que l'incident était bien plus grave que ce qui avait été reconnu publiquement. La déclaration de son mari, remerciant les services d'urgence, qui ont également fait preuve d'un grand professionnalisme sur les lieux, laissait entendre que l'état d'Anne nécessitait une intervention d'urgence immédiate. Les rapports indiquaient qu'elle souffrait d'importantes pertes de mémoire à court terme. Dans une interview accordée en Afrique du Sud quelques mois plus tard, Anne a révélé à quel point cette expérience avait été désorientante. « Je sais où je pensais aller, voir les poules. Non, rien à voir avec les chevaux. Aller voir les poules était ma visite habituelle. Je n'avais aucune idée de ce que je faisais sur le terrain. Ces réflexions étaient encore plus inquiétantes. Cela nous rappelle, cela nous montre qu'on ne sait jamais vraiment. Il arrive quelque chose dont on ne se remet pas. J'ai frôlé la folie. Chaque jour est un cadeau. Lorsqu'Anne est retournée à l'hôpital en février 2025 pour remercier le personnel, elle a déclaré aux soignants des soins intensifs qu'elle n'avait absolument aucune idée de ce qui s'était passé et qu'elle était reconnaissante, d'une certaine façon, de ne rien se rappeler, car cela présentait d'énormes avantages. On pouvait ainsi continuer à vivre normalement. Le commentaire le plus révélateur était celui d'une source au Times. Son accident était bien plus grave que ce que l'on avait laissé entendre, et il lui a fallu beaucoup de temps pour se sentir à nouveau elle-même. Anne a fait sa première apparition publique à cheval depuis l'accident lors de la cérémonie du Trooping the Colour en juin 2025, démontrant ainsi sa détermination à reprendre les activités qu'elle aimait.
Pourtant, cette quasi-tragédie n'était que le dernier épisode d'une vie d'épreuve qu'Anne a surmontée avec sa détermination habituelle. L'héritage qui perdure est la plus grande transformation de la famille royale. Alors que la princesse Anne entame le dernier chapitre de sa vie à 74 ans, son héritage, en tant que l'une des figures les plus marquantes de la monarchie britannique, est incontestable. D'une jeune princesse rebelle qui a fait scandale au sein de l'establishment par ses liaisons et son divorce, à une femme d'État respectée et figure emblématique de la famille royale, le parcours d'Anne est un modèle de renaissance personnelle et de service constant et dévoué. Elle a survécu à une tentative d'enlèvement, à une déception olympique, au scandale public, à un divorce houleux, à une condamnation pénale et à de multiples blessures graves, et est ressortie de chaque épreuve plus forte et plus respectée. Ce qui rend la transformation d'Anne remarquable, c'est qu'elle l'a accomplie sans renier sa véritable nature. Elle n'est pas devenue chaleureuse et câline pour les médias, n'a pas recherché la célébrité ni accordé d'interviews intimes, et n'a pas adopté la vulnérabilité feinte à la mode chez les membres des familles royales modernes. Au contraire, elle s'est concentrée sur ce qu'elle fait de mieux. Être présente, travailler sans relâche et considérer ses devoirs royaux comme une responsabilité sérieuse plutôt que comme une simple plateforme médiatique. Cette approche, jadis critiquée pour sa froideur, apparaît aujourd'hui remarquablement rafraîchissante à une époque où le partage excessif et l'authenticité fabriquée sont monnaie courante. L'influence d'Anne dépasse largement son parcours professionnel. Elle a démontré que les femmes de la royauté pouvaient être des athlètes, des compétitrices et des professionnels accomplis, et non de simples figures décoratives. Sa décision de ne pas accorder de titres royaux à ses enfants, Jadis Controversy, apparaît aujourd'hui comme une visionnaire, car toutes deux ont mené des vies épanouies en dehors du cercle royal. La médaille d'argent remportée par sa fille Zara aux Jeux olympiques de 2012 a confirmé les propres rêves olympiques d'Anne et a démontré que l'esprit de compétition et l'excellence sportive pouvaient se transmettre de génération en génération. Plus important encore, Anne a prouvé qu'il est possible de surmonter les scandales et les controverses et de reconstruire une réputation fondée sur le mérite et un engagement constant. À une époque où un seul faux pas peut ruiner à jamais une personnalité publique, le parcours d'Anne, de ses frasques passées à son rôle de membre le plus précieux de la monarchie, offre l'espoir d'une rédemption possible grâce au dévouement et au travail acharné. Elle ne s'est jamais excusée pour ses liaisons, son divorce ou son casier judiciaire. Et pourtant, elle a gagné le respect du public simplement en se concentrant sur ses devoirs et en refusant de s'attarder sur ses erreurs passées. Alors que la monarchie fait face à un avenir incertain, la valeur d'Anne n'a jamais été aussi manifeste. L'experte royale Patricia Treble a qualifié le roi Charles d'infatigable pour avoir honoré 532 engagements en 2025, dépassant ainsi les 478 engagements d'Anne après des années passées en deuxième position. Le fait qu'une femme de 74 ans soit au coude à coude avec son frère de 77 ans témoigne de son engagement exceptionnel. Le titre de princesse royale, qu'Anne porte depuis 1987, prend une nouvelle dimension au regard de tout ce qu'elle a accompli et surmonté. Elle en a fait un symbole de dévouement sans faille, de résilience face à l'adversité et d'une dignité discrète, sans ostentation. Elle est devenue, à bien des égards, l'incarnation de ce que devrait être la royauté à l'ère moderne, non pas la richesse, le glamour ou la célébrité, mais le service, le dévouement et la volonté d'accomplir un travail difficile sans rechercher la gloire. Parmi ces moments marquants de la vie de la princesse Anne, lequel vous a le plus interpellé? Pensez-vous que sa transformation de princesse controversée à membre respecté et actif de la famille royale prouve que la rédemption est toujours possible grâce à un dévouement constant?